Si vous êtes si intelligent, traduisez-le. 12 interprètes ont échoué, mais le concierge a pris la parole. 8 langues. Juliette Ashford poussait son chariot de ménage dans le couloir de marbre de la tour Sterling à Manhattan. Son uniforme gris était froissé. Ses chaussures à semelles de caoutchouc étaient usées. Ses mains calleuses agrippaient un manche à balai crasseux lorsqu'elle entendit les cris provenant de la salle de conférence principale, au dernier étage. Il était presque minuit, mais les lumières brillaient encore derrière ces lourdes portes en chêne. Et cela présageait des ennuis. 12 interprètes avaient été renvoyés ce soir-là. Tous, sans exception, incapables de traduire correctement les documents contractuels qui auraient permis à Steele Holdings de ne pas perdre un contrat de 200 millions de dollars avec le plus puissant investisseur japonais de la région Asie-Pacifique. C'est alors que Joaquin Steele, l'homme à la tête de l'organisation la plus redoutée de toute la côte est, un homme dont le seul nom suffisait à vider une salle, frappa du poing sur la table de conférence et hurla au 13e interprète qui venait d'entrer, tremblant, « Si tu es si intelligent, traduis donc ce contrat correctement. Parce que Hayashi est sur le point de partir, et s'il part, je te le promets, tu ne seras pas la seule à disparaître ce soir. » Juliette cessa de passer la serpillière. À travers l'entrebâillement de la porte, elle pouvait les voir. Les cadres, visiblement désespérés, vêtus de leurs costumes à 10 000 dollars, étaient rassemblés autour de la table. Raymond Cross se massait les tempes. Diana Kessler, la mâchoire serrée, griffonnait des notes. Preston Hale, les bras croisés, arborait ce rictus permanent. Sur l'écran géant fixé au mur, le vieil investisseur japonais Hayashi Kenji restait immobile, son expression passant de la patience à un air d'adieu. Elle reconnut ce regard. Elle l'avait déjà vu. Sur les visages des médecins. Sur les visages des propriétaires. Sur les visages de toutes les personnes qui l'avaient abandonnée. Murmura-t-elle, sans se rendre compte qu'elle avait parlé à voix haute. Les mots japonais glissaient de ses lèvres comme un secret qu'elle gardait depuis si longues années. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers la porte, où Juliette, figée dans son uniforme gris délavé, tenait un balai serpillière dans une main et un vaporisateur dans l'autre. Sa silhouette frêle remplissait à peine l'embrasure de la porte. Ses cheveux noirs étaient dissimulés sous un bonnet de coton, et ses yeux gris vert perçants, ce que personne dans cet immeuble n'avait jamais daigné regarder, étaient maintenant rivés sur le contrat affiché sur l'écran secondaire près de l'entrée. Joaquin Steele tourna lentement la tête et, pour la première fois en 6 ans à passer devant elle chaque soir sans la remarquer, il la vit enfin. Si cette histoire vous plaît, faites-moi plaisir et cliquez sur j'aime. Cela compte énormément pour moi. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Car les paroles de Juliette dans cette salle de conférence n'ont pas seulement permis de sauver un contrat de 200 millions de dollars. Elles ont tout changé. Et je parle bien de tout. Joaquin Steele n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Il se contenta de regarder la porte et de prononcer 2 mots d'une voix si basse qu'elle semblait claquer comme un couteau sur de la soie, « Faites-la entrer ». Les 2 gardes du corps en costume noir, postés de part et d'autre de la porte, s'écartèrent. Et Juliette Ashford, tenant toujours une serpillière dans sa main gauche et un flacon pulvérisateur en verre dans sa main droite, franchit le seuil de la salle de réunion, pour la première fois en 6 ans, non pas pour laver le sol. Le bruit de ses chaussures usées à semelles de caoutchouc sur le marbre noir était imperceptible, mais dans ce silence, il résonna comme un coup de tambour. Preston Hale fut le premier à le briser. Il se laissa aller en arrière dans son fauteuil en cuir, croisa les bras, dévisagea Juliette de haut en bas, puis laissa échapper un rire qu'il ne prit même pas la peine de dissimuler. « C'est une blague ? Un concierge. » Sa voix résonna dans la pièce, et Juliette sentit le poids de chaque mot peser sur ses épaules. Mais elle ne baissa pas la tête. Elle avait l'habitude d'être ignorée, mais être méprisée, c'était différent, et elle avait appris depuis longtemps que l'on ne pouvait la rabaisser que si elle le permettait. Diana Kessler posa son stylo sur la table et se tourna vers Preston avec un regard si froid qu'il le fit taire. « Laissez-la parler », dit Diana d'une voix calme mais ferme comme l'acier. À cet instant, Juliette se souvint pourquoi, durant ces 6 années, parmi tous les occupants de cet immeuble, Diana Kessler était la seule à toujours la regarder droit dans les yeux lorsqu'elle lui souhaitait bonsoir. Sur l'écran géant, Hayashi Kenji se pencha en avant, ses yeux étroits et perçants plissés comme s'il examinait un tableau rare lors d'une vente aux enchères. Il parla en japonais, lentement et distinctement. « Est-ce qu'il y a des gens qui s'en fichent ? Comprenez-vous le japonais ?» Juliette posa la serpillière contre le mur, posa le vaporisateur sur le sol, puis se dirigea vers la table de conférence, où un contrat de plus de 50 pages était ouvert parmi des tasses de café froides et des stylos à billes coûteux. Elle ramassa les documents, et ses doigts calleux feuilletèrent les pages à une vitesse à laquelle personne dans la pièce ne s'attendait. « Salut, Wakarimasu.
Elle répondit à Hayashi en japonais avec une telle précision que Raymond Cross, qui se frottait les tempes, releva la tête et la fixa comme si elle était un fantôme. Juliette s'arrêta à la page 17, puis à la 32, puis à la 48, et à chaque pause, l'atmosphère devenait plus pesante. Ici, dit-elle en posant son doigt sur la première proposition. La traduction indique que Steel Holdings fournira des matériaux de construction pour 5 projets, alors que le texte original japonais de M. Hayashi mentionne clairement 50 projets. Il ne s'agit pas d'une simple erreur, mais d'un écart de plus de 80 millions de dollars. Raymond Cross pâlit. Preston Hale décroisa les bras. Diana Kessler se mit à prendre des notes frénétiquement. Voilà. Juliette tourna la page 32. L'interprète avait traduit la date limite d'achèvement par « date limite de début des travaux », ce qui signifie que vous croyez avoir 18 mois pour commencer la construction, mais qu'en réalité, M. Hayashi vous donne 18 mois pour tout terminer. Ce sont 2 choses totalement différentes, et si vous signez cette version, vous serez en rupture de contrat dès le premier jour. Raymond Cross se leva d'un bond, comme électrocuté. « C'est impossible », murmura-t-il. Et voilà. Juliette tourna la page à 48. Sa voix restait aussi calme que si elle lisait une liste de courses, tandis que la salle de réunion tremblait autour d'elle. La clause d'assurance. La traduction indique que l'assurance ne couvre que les accidents du travail, mais le texte original inclut également les dommages environnementaux. Autrement dit, en cas de pollution sur le site d'Atlantic City, Steel Holdings devra assumer l'intégralité des coûts, sans plafond. Compte tenu de l'envergure de ce projet de casino portuaire, on parle d'une somme qui pourrait atteindre plusieurs millions d'euros. Un silence suivit. Non pas le silence de la paix, mais le silence qui suit l'explosion d'une bombe, quand chacun retient son souffle, attendant de voir si l'immeuble va s'effondrer. Sur l'écran, Hayashi Kenji hocha lentement la tête et, pour la première fois de la soirée, il esquissa un sourire, à peine perceptible, mais suffisant pour que tous comprennent que la femme à la serpillière avait dit vrai sur toute la ligne. Joaquin Steele n'avait pas prononcé un mot depuis qu'il avait ordonné son arrivée. Il se tenait en bout de table, les mains appuyées sur le plateau en chêne noir, ses yeux noirs et profonds rivés sur Juliette sans la quitter une seule seconde. Elle sentait ce regard, lourd comme du plomb, brûlant comme des braises, et elle savait que dans le monde de Joaquin Steele, son attention n'était pas une récompense mais une épreuve, et que ceux qui échouaient n'avaient que rarement droit à une seconde chance. Il parla, une seule phrase, mais la façon dont il la prononça, lentement, chaque mot délibérément, comme si l'on chargeait une balle dans un barillet, fit retenir son souffle à toute la pièce. « Qui êtes-vous » Juliette ne répondit pas tout de suite. Elle baissa les yeux sur ses mains, ses doigts rugueux à cause des produits de nettoyage, ses articulations craquelées par l'eau froide à 3 heures du matin. Puis elle leva les yeux et croisa le regard de Joaquin Steele, l'homme qui venait de lui demander qui elle était d'une voix qui aurait pu faire plier la tête à toute une ville, et elle comprit que cet instant allait tout changer. Soit elle reprendrait sa tournée de nettoyage dans les couloirs de marbre comme si cette nuit n'avait jamais eu lieu, soit elle dirait la vérité et ne pourrait plus jamais redevenir invisible. « C'est moi qui ai écouté », dit Juliette d'une voix douce mais ferme, comme un fil d'acier inflexible. « J'ai nettoyé ces chambres pendant 6 ans. Pendant 6 ans, je vous ai entendu parler au téléphone, négocier, vous disputer, faire la fête, jurer. J'ai entendu M. Cross appeler la banque à minuit. J'ai entendu Madame Kessler relire des contrats à voix haute, quand elle pensait être la seule à pouvoir le faire. J'ai entendu M. Hale médire de ses collègues dans la salle de pause, persuadé que seule la machine à café l'entendait. Preston Hale rougit, mais n'osa pas ouvrir la bouche. Diana Kessler leva les yeux de ses notes, son regard perçant fixé sur Juliette avec une expression qui n'était pas de la pitié, mais presque de la reconnaissance. « Mais l'écoute n'explique pas votre japonais parfait », dit Raymond Cross, toujours debout près de la table de conférence, le visage blême après avoir reçu 3 chocs électriques d'affilée. « Où l'avez-vous appris ? Qui étiez-vous avant de venir ici ?» Juliette prit une profonde inspiration. Elle regarda Diana, la seule femme présente dans la pièce à l'avoir jamais vue lorsqu'elle était invisible, et Diana hocha légèrement la tête, un geste si discret que personne d'autre ne l'aurait remarqué. Mais Juliette l'a fait, et cela lui a suffi pour dire ce qu'elle avait enfoui pendant 6 ans sous un uniforme gris et une odeur de désinfectant. « J'ai obtenu mon diplôme à l'université Columbia », a-t-elle déclaré, et la phrase a résonné dans la salle de réunion comme une pierre jetée dans l'eau calme. Linguistique appliquée. Je parle couramment 8 langues, le japonais, l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien, l'allemand, le mandarin et le russe. Preston Hale ouvrit la bouche puis la referma, comme un poisson sorti de l'eau. Raymond Cross se laissa retomber très lentement dans son fauteuil, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Avant d'aborder la linguistique, Juliette reprit, sa voix retrouvant un rythme qu'elle croyait perdu depuis longtemps, celui de quelqu'un qui avait jadis captivé un amphithéâtre de 300 étudiants sans trembler.
J'ai étudié 2 ans à la Columbia Business School, avec une spécialisation en finance. Je n'ai pas terminé le programme, mais j'en ai appris suffisamment pour comprendre que les 3 erreurs de traduction que je viens de relever ne sont pas de simples fautes de grammaire. Ce sont des erreurs qui pourraient anéantir toute la structure financière de cette transaction. Personne n'a osé parler. Une salle de réunion luxueuse, valant plusieurs millions de dollars, avec sa table en chêne noire et ses lustres en cristal, était envahie par une femme mince en uniforme gris. Le plus terrifiant n'était pas ce qu'elle disait, mais le fait que tous, les hommes et les femmes les plus influents de la côte étaient passés devant elle chaque soir pendant 6 ans sans jamais s'arrêter pour lui poser une simple question. Sur l'écran, Hayashi Kenji parlait en anglais, sa voix lente et grave comme le son d'une cloche de temple. « Mademoiselle Ashford, dit-il, sa voix empreinte d'un respect nouveau. Je vous prie de bien vouloir revoir l'intégralité de ce contrat. Je suis convaincu qu'il comporte de nombreuses erreurs que les 12 personnes qui vous ont précédé ont négligées, voire délibérément ignorées. » Hayashi prononça ces derniers mots à voix basse, mais tous les présents l'entendirent. Juliette comprit alors que le vieil homme japonais à l'écran n'était pas un simple investisseur. Il avait suffisamment d'expérience pour savoir que les échecs répétés de 12 interprètes professionnels n'étaient pas le fruit du hasard. Joaquin Steele restait en bout de table, les mains toujours fermement appuyées sur le plateau en chêne, et il regardait Juliette d'une manière qu'elle n'avait jamais vue, ni avec le mépris de Preston, ni avec l'empathie de Diana, ni avec le choc de Raymond, mais avec le regard d'un homme qui venait de comprendre que l'arme la plus redoutable de son immeuble n'était ni enfermée dans un coffre-fort ni protégée par son service de sécurité, mais se tenait juste devant lui, chaussée de vieilles chaussures à semelles de caoutchouc. Il ignorait encore si c'était la plus grande chance ou le plus grand danger de sa vie. Dès que Hayashi eut fini de parler, Joaquin Steele lâcha prise sur la table et se redressa de toute sa hauteur. L'espace sembla se contracter un instant, car, lorsqu'il se tenait droit, son ombre recouvrait la moitié de la table de conférence, comme un rappel silencieux de qui possédait réellement tout dans cet immeuble, y compris l'héritière elle-même. 12 interprètes, dit-il lentement, sans quitter Juliette des yeux. 12 personnes ont été payées des milliers de dollars de l'heure, et pas une seule n'a réussi à traduire correctement. Croyez-vous que ce soit une coïncidence ? Juliette ne répondit pas tout de suite. Elle déposa le contrat sur la table, puis plongea la main dans la poche de son uniforme, une poche où l'on s'attendrait à trouver seulement un chiffon ou des gants en caoutchouc, et en sortit un vieux téléphone, un téléphone à clapet comme on n'en trouve plus que dans les prêteurs sur gage, l'écran rayé de tous côtés. Un coin du boîtier était fendu et maintenu par du ruban adhésif transparent. Les 3 premiers n'étaient vraiment pas qualifiés, dit-elle d'une voix étrangement calme, compte tenu de ce qu'elle allait révéler. Le japonais juridique et le japonais commercial sont différents, et ce contrat exige la maîtrise des deux. Tous les interprètes ne sont pas à la hauteur, surtout avec le jargon des casinos et de la construction portuaire. Mais les 9 autres ? Elle marqua une pause, son regard balayant la table. De Preston Hale, figé comme une statue de pierre, à Raymond Cross, crispé sur le bord de sa chaise, en passant par Diana Kessler, stylo en main, suspendu au-dessus de la page, les 9 interprètes restants avaient délibérément mal traduit. Quoi ? Preston Hale se leva d'un bond, le visage blême. Vous accusez des experts engagés avec l'argent de cette entreprise. Je n'accuse personne, répondit Juliette. Elle raccrocha, appuya sur quelques touches et s'arrêta sur un fichier audio. La semaine dernière, pendant que je nettoyais la salle de repos du personnel au 46e étage, le 8e interprète était assis sur le canapé et passait un appel. Il ne m'a pas vu parce que j'étais agenouillée derrière le chariot de nettoyage des vitres. Et même s'il m'avait vu, ça ne lui aurait rien demandé, parce que je ne suis que l'agent d'entretien. Elle a appuyé sur lecture. Une voix d'homme crépita dans le petit haut-parleur, déformée mais indubitablement claire. Détendez-vous. Je vais encore mal traduire la partie sur l'assurance. Ils vont devoir nous rappeler encore plusieurs fois. Chaque retard engendre des frais de consultation plus élevés. Ils sont au bord de la faillite. Qu'ils coulent lentement, puis nous les retirons au prix que nous voulons. Personne ne retint son souffle. Raymond Cross relâcha la chaise. Ses poings étaient si serrés que ses jointures blanchissaient. Diana Kessler posa son stylo, le visage figé entre le choc et la fureur. Et ceci, dit Juliette en faisant défiler le 2e fichier, a été enregistré il y a 2 jours. Une autre voix. Le 11e interprète. Il appelait quelqu'un depuis le parking souterrain, au 2e niveau de cet immeuble, à 23 heures, juste après avoir été licencié. Une seconde voix s'éleva, plus grave, plus assurée et plus cruelle. Steele Holdings est aux abois. À ce stade, ils paieront n'importe quel prix. Qu'il y ait encore quelques erreurs de traduction, et ils accepteront n'importe quel chiffre. Et écoute, le patron dit qu'il y en aura un 12e ce soir, un des nôtres, alors ne t'inquiète pas. Juliette raccrocha. Les 2 derniers mots de l'enregistrement,
l'un des nôtres, flottait dans l'air comme l'odeur de la poudre après une explosion. Preston Hale se laissa retomber très lentement dans son fauteuil, comme quelqu'un qui venait de recevoir un coup dans le ventre sans en avoir encore ressenti la douleur. Raymond Cross se tourna vers Joaquin, la voix rauque. « C'est organisé. Ce ne sont pas des indépendants avides. Quelqu'un les dirige. » Joaquin ne regardait toujours personne d'autre que Juliette. Il restait là, immobile, la fine cicatrice qui longeait son cou gauche frémissant légèrement. Seul signe que, sous son calme apparent, une tempête se préparait. Et il lui demanda d'une voix si douce qu'elle était plus terrifiante encore que lorsqu'il avait crié « Depuis combien de temps le sais-tu » ? « Une dizaine de jours, répondit Juliette. Je voulais en être sûre avant de dire quoi que ce soit. 10 jours, répéta Joaquin, chaque mot résonnant entre ses dents serrées. Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt ? Juliette soutint son regard. Et pour la deuxième fois ce soir-là, elle fit quelque chose que très peu de gens sur la côte osaient faire. Elle soutint ce regard sans ciller, sans reculer, sans baisser la tête. Parce que qui m'aurait cru ? Dit-elle. Un agent d'entretien de nuit, balai à la main, accusant des interprètes professionnels payés des milliers de dollars de l'heure d'avoir délibérément saboté le plus gros contrat de l'année pour la plus puissante organisation de la côte. Qui ? Monsieur Steele. Qui, dans cette pièce, m'aurait cru ? Le silence qui suivit cette question pesait plus lourd que n'importe quelle réponse. Car tous connaissaient la vérité, et cette vérité empêchait quiconque de parler. Joaquin décrocha le téléphone sur la table, appuya sur une touche et parla à son interlocuteur d'une voix que Juliette reconnut instantanément. Ce n'était pas la voix du PDG de Steele Holdings. C'était la voix du chef du Steele Syndicate. Une voix qui, une fois entendue, n'avait plus aucune importance, n'était plus qu'une affaire de business. Découvrez qui se cache derrière ces 12 interprètes. Remontez jusqu'à la source. Je veux des noms sous 48 heures. Il raccrocha, regarda une dernière fois Juliette, et dans ses yeux noirs et profonds, elle perçut quelque chose de nouveau. Non pas l'évaluation précédente, ni l'acquiescement d'il y a quelques minutes, mais un danger à l'état pur. Car Joaquin Steele venait de comprendre que quelqu'un attaquait son empire de l'intérieur, et la femme qui se tenait devant lui, vêtue d'un uniforme gris délavé, celle qu'il n'avait jamais remarquée en 6 ans, était la seule à l'avoir vu venir. Dès que Joaquin eut raccroché, Hayashi Kenji prit la parole à l'écran, dans un anglais lent et précis, ponctué de virgules, comme quelqu'un qui avait assez d'expérience pour savoir que chaque mot comptait. Mademoiselle Ashford, je vous prie de bien vouloir traduire à nouveau l'intégralité de ce contrat. Pouvez-vous le faire ? Oui, répondit Juliette sans la moindre hésitation, et la certitude dans sa voix fit lever les yeux à Raymond Cross pour la deuxième fois de la soirée, avec la même expression de stupéfaction. Combien de temps vous faut-il ? Demanda Hayashi. Juliette jeta un coup d'œil au contrat de 53 pages qui gisait encore sur la table, évaluant rapidement l'épaisseur des annexes et le nombre de clauses techniques. 3 heures, peut-être moins, mais je dois vérifier certains termes techniques relatifs à la construction portuaire pour garantir une exactitude absolue. Monsieur Hayashi, demanda Joaquin, pouvez-vous attendre jusqu'à demain matin ? Je peux attendre jusqu'à 3 heures du matin, heure de New York, répondit Hayashi, mais à une condition. Je n'accepterai qu'une traduction préparée par mademoiselle Ashford et par personne d'autre. D'accord, dit aussitôt Joaquin, puis il se tourna vers Juliette. De quoi avez-vous besoin ? C'est alors que Juliette fit quelque chose d'inattendu. Pas même Diana Kessler, qui commençait à comprendre que cette femme était tout sauf ordinaire. Au lieu de le remercier, au lieu de baisser la tête, au lieu de se montrer reconnaissante de cette opportunité, Juliette Ashford posa ses conditions. Premièrement, dit-elle d'une voix calme, comme si elle lisait la liste des tâches de début de poste, il me faut un bureau avec un ordinateur connecté au système interne de stockage de l'acier. Deuxièmement, j'ai besoin d'accéder à tous les dossiers des projets précédents relatifs à l'immobilier et au port afin de vérifier la terminologie technique. Troisièmement, une fois cette traduction terminée, je souhaite m'entretenir en privé avec Monsieur Steele. Preston Hale laissa échapper un son entre le rire et l'étouffement. Le concierge pose des conditions au patron, dit-il, mais sa voix n'exprimait plus le même mépris. Elle était plus faible, plus ténue, comme celle de quelqu'un qui tente de garder l'équilibre sur un navire qui tangue, sans admettre que le pont est déjà en train de glisser sous ses pieds. Joaquin ne regarda pas Preston, il fixa Juliette du regard, et après 3 secondes de silence où toute la salle retint son souffle, il prononça un seul mot, « D'accord ». Diana se leva aussitôt. « Juliette, tu peux utiliser mon bureau, je vais t'accompagner et te montrer comment te connecter au système. » « Ce ne sera pas nécessaire, » répondit Juliette, et cette réponse figea Diana sursaut. « Je sais déjà m'en servir. Pendant 6 ans, je vous ai observé vous connecter, chercher des fichiers et ouvrir des documents tous les soirs pendant que je nettoyais vos claviers et vos écrans.
Diana la fixa longuement, puis hocha lentement la tête. Une expression très rare traversa alors le visage de la brillante conseillère juridique de Steele Holdings. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais on n'en était pas loin. Les deux femmes quittèrent la salle de réunion ensemble, l'une vêtue d'un tailleur gris foncé parfaitement coupé, l'autre d'un uniforme de femme de ménage délavé. Pourtant, leurs pas résonnèrent dans le couloir de marbre, juste avant 1 heure du matin, sans la moindre différence. 3 heures plus tard, peu avant 4 heures, Juliette revint dans la salle de réunion, une pile de papier à la main. Ses yeux étaient rouges de fatigue, mais son dos était droit, et lorsqu'elle déposa la nouvelle traduction sur la table en chêne noir, ses mains ne tremblèrent pas. Hayashi Kenji réapparut à l'écran, cette fois accompagné de 2 assistants. Tous 3 portaient des lunettes de lecture et tenaient chacun une copie imprimée du contrat japonais original. Pendant les 20 minutes qui suivirent, les 3 Japonais lurent, comparèrent et commentèrent rapidement le contrat, pointant du doigt chaque ligne, chaque clause, chaque chiffre. Juliette, assise tranquillement au coin de la table, comprenait chaque mot mais ne les interrompait pas, car elle savait qu'au moment opportun, le silence était plus éloquent que n'importe quelle explication. Finalement, Hayashi leva les yeux, retira ses lunettes et sourit pour la 2e fois de la soirée. Mais cette fois, son sourire était plus large et plus chaleureux, transformant son visage sévère en celui d'un grand-père contemplant son petit-fils qui venait de le rendre fier. « Parfait », dit-il en anglais. « Pas une seule erreur. C'est exactement ce que nous voulions dire. Mademoiselle Ashford, votre traduction est non seulement correcte, mais elle est meilleure que l'original produite par notre équipe juridique. » Un soupir collectif parcourut la salle de réunion, tel un courant d'air marin s'engouffrant par une fenêtre ouverte. Raymond Cross se laissa aller en arrière, ferma les yeux et se prit la tête entre les mains, comme un homme qui venait de survivre à un accident de voiture. Preston Hale restait immobile, le regard fixé sur la table. Juliette ignorait ce qu'il pensait, mais au moins, il avait cessé de rire. Joaquin Steele se leva. « Alors, on a un accord ? » »« On a un accord. » Hayashi confirma d'un signe de tête, puis marqua une pause. Et le mot « mais » sortit de sa bouche, léger comme une feuille et pourtant lourd comme un marteau. Le cœur de chacun rata un battement. « J'ai une condition, » dit Hayashi. « Toute communication entre mon entreprise et Steele Holdings devra désormais transiter par Mademoiselle Ashford. Tous les documents, tous les appels, toutes les réunions. C'est la seule personne en qui j'ai confiance. » Il observait Juliette à travers l'écran avec le regard perçant d'un homme qui en avait assez vu pour reconnaître la vérité, même lorsqu'elle portait un uniforme de concierge et des chaussures à semelles de caoutchouc. Ce projet vaut 200 millions de dollars. Il nous faut quelqu'un de fiable. Et ce soir, la seule personne fiable dans cette pièce est celle que personne n'a daigné regarder depuis 6 ans. Joaquin se tourna vers Juliette, son regard posant la question sans qu'il n'ouvre la bouche. Juliette le regarda en retour et, à cet instant, sous les lumières de la salle de réunion, juste avant 4 heures du matin, dans l'odeur de café froid, de papier et la légère trace de produits nettoyants pour sol encore présente sur son uniforme, elle comprit que la porte était ouverte et qu'elle ne pouvait plus faire semblant d'être invisible. Après que Hayashi eut raccroché et que l'écran fut devenu noir. Après que Raymond Cross eut ramassé les papiers en silence, les mains encore légèrement tremblantes. Après que Diana Kessler eut serré l'épaule de Juliette une dernière fois et fut sortie. Après que Preston Hale eut quitté la salle de réunion sans adresser un mot à personne, Joaquin Steele Rose boutonna sa veste comme s'il venait de remporter une bataille plutôt qu'une réunion, et s'adressa à Juliette d'une voix qu'elle ne lui avait jamais entendue depuis 6 ans. Ni autoritaire, ni menaçante, mais la voix d'un homme invitant plutôt que convoquant. Il lui dit qu'elle avait demandé à s'entretenir avec lui en privé et lui demanda de le suivre. Il la conduisit à travers le couloir du dernier étage, au-delà des portes vitrées blindées, dans un endroit que Juliette n'avait jamais été autorisée à nettoyer depuis 6 ans, car Joaquin disposait de sa propre équipe d'entretien, puis dans son bureau personnel. La pièce était 3 fois plus grande que le studio qu'elle louait dans le Queens, avec des murs lambrissés de noyer sombre, un bureau en acajou placé devant une baie vitrée donnant sur la skyline de Manhattan, juste avant 5 heures du matin. La ville scintillait encore en contrebas, comme un tapis de lumière. Dans un coin, une étagère vitrée contenait non pas des livres, mais des boîtes à documents verrouillées, chacune marquée d'un symbole dont Juliette, assez sage pour ne pas s'enquérir, préféra ne pas demander la signification. Il lui dit de s'asseoir et désigna le fauteuil en cuir noir devant le bureau. Juliette s'assit, toujours vêtue de son uniforme gris, les mains encore imprégnées de désinfectant. Elle réalisa alors qu'elle avait oublié d'enlever le chiffon de nettoyage glissé dans sa poche arrière, dont un coin dépassait, comme un rappel silencieux de ce qu'elle avait été pendant 6 ans, et qu'elle était encore à cet instant précis. Joaquin ne s'assit pas derrière le bureau, il tira une chaise et s'assit en face d'elle, sans bureau entre eux. Cette distance,
plus courte que lors de n'importe quelle conversation qu'elle avait jamais vue avoir avec qui que ce soit, lui fit comprendre que cet homme ne voulait pas seulement des réponses, il voulait lire la vérité sur son visage lorsqu'elle parlerait. Il posa une seule question, « Pourquoi ?» Et elle comprit que ce mot contenait tout. Pourquoi, alors qu'une personne diplômée de Columbia, parlant couramment 8 langues et ayant étudié la finance, choisirait de faire le ménage à minuit dans l'immeuble d'un chef mafieux pendant si longues années? Juliette baissa les yeux sur ses mains, et cette fois, elle ne releva pas la tête tout de suite, car l'histoire qu'elle s'apprêtait à raconter était une histoire qu'elle gardait enfouie dans sa poitrine comme une blessure jamais guérie, et la toucher était toujours aussi douloureux que la première fois. Elle dit que c'était son jeune frère, il s'appelait Théo, et que lorsqu'il avait 15 ans, les médecins avaient découvert une tumeur au cerveau. Elle marqua une pause, déglutit, puis reprit. Ses parents étaient décédés dans un accident de voiture lorsqu'elle avait 21 ans. Elle était la seule tutrice légale de Théo, sa sœur, son père, sa mère, tout ce qu'il avait. Joaquin lui demanda s'il avait été opéré, et elle remarqua que sa voix avait changé. Plus aiguë ni menaçante, elle était devenue plus plate et plus vide, comme celle de quelqu'un qui se force à réprimer ses émotions pour pouvoir écouter pleinement. Elle expliqua qu'il s'agissait d'une opération expérimentale, la seule option susceptible de le sauver, non prise en charge par l'assurance, et qui avait coûté près de 400 000 $ sur 3 ans. Elle a prononcé le chiffre d'un ton égal, comme si elle lisait une facture. Mais Joaquin comprenait que derrière ce chiffre se cachaient 3 années de galère pour une jeune femme d'une vingtaine d'années, ne dormant pas plus de 4 heures par jour, vendant le petit appartement que lui avaient laissé ses parents, vendant sa voiture, empruntant aux banques, à ses amis, et même à des usuriers du Queens qu'elle n'aurait jamais dû approcher, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien à vendre, plus personne à qui emprunter, et que les seules choses qui lui restaient soient ses mains et les heures de nuit, de 11 heures à 7 heures du matin, dont personne d'autre ne voulait. Elle a dit que les ressources humaines l'avaient embauchée pour le quart de nuit. Elle travaillait de 11 heures du soir à 7 heures du matin, dormait 2 heures, emmenait Théo à l'hôpital, restait à son chevet pendant sa chimiothérapie, rentrait chez elle, dormait encore 2 heures, allait le chercher, l'aidait à faire ses devoirs, préparait le dîner, le regardait dormir, puis retournait travailler. Elle le racontait sans pleurer, et c'était ce qui rendait la chose plus douloureuse que n'importe quel sanglot, car cela montrait qu'elle s'était répété cette histoire tant de fois que les larmes s'étaient taries et que seule la vérité nue demeurait, dure comme la pierre. Joaquin demanda comment allait Théo, et Juliette comprit que c'était la première question qu'il posait non pas pour juger ou analyser, mais parce qu'il voulait vraiment savoir. Son visage s'illumina et le sourire qui apparut sur ses lèvres gercées fut le premier que Joaquin Steele lui ait jamais vu. Ce sourire le transforma complètement, comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce qu'il croyait toujours plongée dans l'obscurité. Elle lui annonça qu'il était enfin guéri et que, brillant élève ayant sauté 2 classes, il était désormais en dernière année d'un cursus de médecine accéléré à l'université de New York, souhaitant devenir oncologue pédiatrique pour aider les enfants qui avaient vécu la même chose que lui. Joaquin lui dit qu'elle était fière de lui, sans hésitation. Elle répondit que cela en avait valu la peine, chaque jour, chaque paire de chaussures usées, chaque nuit blanche, chaque callosité aux mains. Joaquin resta longtemps silencieux. Puis il posa la question que Juliette redoutait le plus. Théo savait-il pour son travail de femme de ménage, pour tout ce qu'elle avait fait pour lui? Elle répondit non, d'une voix glaciale, qu'il pensait qu'elle occupait un poste administratif et qu'il ne le saurait jamais si elle pouvait y faire quelque chose. Joaquin ne dit rien de plus et regarda Manhattan passer de la nuit à l'aube. À l'est, l'horizon se teintait d'un orange pâle, et sa main se porta inconsciemment à la poche gauche de sa veste, où il gardait une vieille montre de poche en argent qu'il n'avait jamais montrée à personne. Juliette ignorait à qui elle avait appartenu. Elle ignorait qu'elle avait été jadis la propriété d'une femme nommée Margaret, qui avait joué Chopin au piano dans un petit appartement de Brooklyn, avant que la vie ne l'entraîne dans les profondeurs de l'âme, sans jamais la laisser revenir. Mais elle vit que les doigts de Joaquin Steele, ces mêmes doigts qui avaient signé des ordres faisant trembler toute la côte, caressaient cette montre avec une tendresse qu'elle ne lui aurait jamais crue. Et à cet instant précis, dans le bureau faiblement éclairé par les premières lueurs de l'aube, elle entrevit une autre facette de lui-même, une autre personne, sous les traits de Joaquin Steele. Non pas le patron, non pas le PDG, mais un fils qui regrettait encore sa mère. L'aube avait atteint la moitié de la hauteur de la vitre lorsque Joaquin retira sa main de sa montre de poche, se redressa sur sa chaise, et son visage, après ce rare moment de douceur, retrouva si vite son expression acérée habituelle que Juliette se demanda si elle n'avait pas rêvé. Mais elle n'avait pas rêvé, elle l'avait vu, et une fois qu'on a vu quelque chose, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. La proposition de Hayashi est bien réelle, a déclaré Joaquin, retrouvant dans sa voix le ton posé d'un homme à la tête d'un empire. Il souhaite que vous soyez l'unique interlocuteur entre les deux parties. Le projet de casino du port d'Atlantic City durera au moins 3 ans, voire 5. Vous travaillerez directement sous mes ordres, en tant que spécialiste des relations spéciales, avec une rémunération à la hauteur de votre performance ce soir. Il a mentionné un chiffre,
Juliette l'a entendu, mais il lui a fallu quelques secondes pour réaliser, car ce montant dépassait le total de ses revenus cumulés de 6 années de ménage de nuit. Elle a failli rire de l'absurdité de la situation. Les mêmes mains, le même esprit, la même personne, valaient 14 $ de l'heure en uniforme gris, et 100 fois plus dans un fauteuil de direction. Avant de répondre, dit Juliette, et elle vit le sourcil de Joaquin se lever d'1 millimètre, car il n'avait pas l'habitude de faire une proposition qui ne soit pas acceptée sur le champ. J'ai des conditions. D'autres conditions, dit Joaquin, mais son ton n'était pas irrité. Il était presque amusé, comme un joueur d'échecs lorsqu'un adversaire fait un coup inattendu. D'abord, dit Juliette, je veux continuer à faire le ménage quelques heures par semaine. Joaquin la regarda, comme si elle avait demandé à être payée en bonbons. On vient de vous proposer un poste pour lequel il faut un diplôme d'Harvard, et vous voulez continuer à laver les sols? Parce que c'est là que les gens disent la vérité, répondit Juliette. Personne ne se retient devant un agent d'entretien, Monsieur Steele. Personne ne cache de secret à quelqu'un qu'il croit inexistant. Depuis 6 ans, je connais cet immeuble mieux que n'importe quelle caméra de surveillance, et si vous voulez que je vous sois vraiment utile, laissez-moi écouter attentivement, là où les gens baissent leur garde. Joaquin garda le silence, et Juliette comprit que son silence n'était pas une objection, mais un calcul. Et quand Joaquin Steele calculait, c'est qu'elle avait dit quelque chose qu'il jugeait précieux. Et la deuxième condition, poursuivit-elle, est bien plus importante. Continuez. Je ne suis pas la seule, dit Juliette, et sa voix changea. Ce n'est plus la voix de quelqu'un qui négocie pour elle-même, mais celle de quelqu'un qui parle au nom de ceux qui n'en ont pas. Dans ce bâtiment, il y a au moins 15 personnes qui occupent des postes à la hauteur de leurs compétences, et personne ne s'est soucié de savoir pourquoi. Par exemple, demanda Joaquin en plissant les yeux. Ma belle, la cuisinière du sous-sol. Celle que Monsieur Hale surnomme la vieille sorcière de cuisine, précisa Juliette, sa voix se faisant plus tranchante sur ce mot. Elle avait été chef cuisinière au Walden, un restaurant étoilé Michelin de Brooklyn. Elle est partie parce que son ex-mari était violent. Elle devait disparaître. Elle avait besoin d'un endroit où il ne pourrait pas la retrouver. Elle a donc trouvé un emploi de nuit en cuisine, et personne ne lui avait demandé qui elle était auparavant. Joaquin n'a rien dit. Juliette a poursuivi. Franklin, dans la logistique. 63 ans. Celui qu'on appelle le vieux monsieur de l'entrepôt. Il a été chef comptable pendant 20 ans dans une société financière du centre-ville avant d'être licencié, et personne ne l'a réembauché car on le disait trop vieux, même s'il pouvait lire un bilan plus vite que n'importe qui au 47e étage. Et Nina, a-t-elle dit. La réceptionniste de nuit, dont la plupart des gens ici ne connaissent même pas le nom. Elle avait obtenu son diplôme d'architecture à l'Institut Pratt. Mais lorsque son mari a été victime d'un AVC il y a 2 ans, elle avait besoin d'un emploi aux horaires flexibles pour pouvoir travailler et s'occuper de lui, et le poste de nuit ici était le seul qu'elle ait pu trouver. Un silence s'installa dans la pièce. La lumière du matin inondait le bureau en deux, l'une sombre, l'autre lumineuse. Juliette était assise précisément sur cette ligne, comme si elle avait toujours vécu à la frontière entre le visible et l'invisible. « Je veux un programme, dit-elle. Pas la charité, pas l'aumône, mais la découverte. Identifier les personnes au sein de cet immeuble dont les compétences sont sous-exploitées. Donnez-leur l'opportunité de faire leurs preuves. Impliquez-les dans les décisions, au lieu de les laisser uniquement en subir les conséquences. » Joaquin se leva, s'approcha de la vitre et contempla Manhattan qui s'éveillait en contrebas. Des millions de personnes commençaient une nouvelle journée, et il resta là si longtemps que Juliette crut qu'il allait refuser. Puis il se retourna. « Vous venez de me sauver un contrat de 200 millions de $, dit-il. Lentement, mot à mot, vous avez mis au jour un complot de sabotage qui avait échappé à tout mon service de sécurité. Vous avez traduit un contrat que 12 experts n'ont pas réussi à décrypter. Et quand je vous demande ce que vous voulez, au lieu de demander de l'argent, des titres, quoi que ce soit pour vous, vous demandez un cuisinier, un vieux commis à la logistique et une réceptionniste de nuit. » Il marqua une pause, la regardant. Et dans ses yeux noirs et profonds, Juliette vit quelque chose d'indéfinissable qui lui coupa le souffle. Pourquoi ? Juliette se leva. Et pour la première fois de la conversation, elle sourit. Non pas le sourire éclatant qu'elle arborait en parlant de Théo, mais le sourire discret de celle qui avait traversé suffisamment d'épreuves pour savoir ce dont elle avait besoin, et ce dont elle n'avait pas besoin. Parce que mon frère est vivant, Monsieur Steele. Il est en bonne santé. Il va bientôt devenir médecin. Il a un avenir. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais les gens dont je vous ai parlé, ils attendent toujours. 3 jours après cette nuit-là, Juliette quitta la tour Sterling à 4 heures du matin comme d'habitude. Mais ce jour-là, elle ne rentrait pas de son service de nettoyage. Elle venait de terminer sa première séance de travail en tant qu'agent de liaison spéciale. Assise dans son nouveau bureau,
aménagée au 45e étage, Diana relisait une dernière fois l'intégralité de l'annexe du contrat Hayashi avant de l'envoyer à Tokyo. Elle était si épuisée que ses yeux gris-verts étaient voilés. Comme tous les soirs, elle se dirigea vers la station de métro Fulton Street. 3 lignes de métro pour rentrer dans le Queens. Environ 45 minutes sans retard. Mais lorsqu'elle s'engagea dans la ruelle qu'elle empruntait toujours pour gagner 5 minutes entre la 42e avenue et Morrison Street, elle sentit immédiatement que quelque chose clochait. 2 hommes se tenaient au fond de la ruelle, le dos appuyé contre le mur de briques, les mains enfouies dans les poches de leur veste. Leur attitude lui fit immédiatement comprendre qu'il ne s'agissait pas de sans-abri cherchant un endroit où dormir. Ils attendaient. Et ils l'attendaient. Juliette s'arrêta. Son instinct lui dit de faire demi-tour. Mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, un 3e homme se tenait déjà à l'entrée, derrière elle, lui barrant la sortie. 6 années passées à rentrer chez elle à minuit dans les rues sombres de Manhattan et du Queens lui avaient appris à décrypter les situations. Et celle-ci indiquait clairement qu'elle n'allait pas s'en sortir. L'homme le plus grand s'avança. Son visage était dissimulé sous une casquette de baseball baissée sur la tête. Et il ne dit rien. Il lui tendit simplement une enveloppe brune. Juliette la prit. Sa main était ferme. Elle se demanda si c'était par courage ou par habitude d'être acculée, sans que personne ne vienne à son secours. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3 photographies. La première image montrait Théo sortant de l'hôpital NYU, où il effectuait son stage. Sac à dos sur l'épaule. Casque sur les oreilles. Un sourire aux lèvres, il ignorait qu'une personne se tenait de l'autre côté de la rue, un téléobjectif braqué sur lui. La seconde photo montrait Théo, assis à la terrasse d'un café à l'angle de Bleecker Street. La tête penchée sur un livre. Un latte devant lui. Et le reflet du photographe parfaitement visible dans la vitre derrière son épaule. La 3e photo, celle qui donna à Juliette l'impression que l'air lui manquait, était une photographie de la porte d'entrée de son studio dans le Queens. Au dos, une inscription à l'encre rouge disait que le contrat Hayashi ne devait pas être signé et que les yeux de son frère lui ressemblaient beaucoup. Et ce serait dommage que ses yeux ne se rouvrent jamais. L'homme le plus grand retira sa main de sa veste. Et Juliette aperçut un éclat métallique à sa ceinture. Non pas un couteau, mais un pistolet dissimulé dans sa ceinture. Juste assez visible pour qu'elle le voie. Juste assez pour qu'elle comprenne que ce n'était pas une vaine menace. Il a dit que ce n'était qu'un message. Sa voix était basse et calme. La voix de quelqu'un qui avait l'habitude de faire ça. Et qu'elle était intelligente et savait quoi faire. Puis, tous 3 disparurent dans l'obscurité aussi vite qu'ils étaient apparus, laissant Juliette seule dans la ruelle. Les 3 photos qu'elle tenait entre ses mains. Son cœur battait si fort qu'il aurait pu lui briser les côtes. Mais elle n'est pas rentrée chez elle en courant. Et elle n'appela pas la police. 6 années passées dans l'ombre du syndicat Steele lui avaient appris que la police ne résolvait pas ce genre de problème. Elle fit demi-tour vers la tour Sterling. 20 minutes plus tard, elle se tenait devant la porte du bureau de Joaquin Steele. Juste avant 5 heures du matin. Elle ne frappa pas, elle poussa la porte. Et elle ne fut pas surprise de le trouver encore là. Assis dans l'obscurité. La seule lumière dans la pièce provenait des lampadaires de Manhattan. La lumière filtrait à travers le verre et la lueur ambrée d'un verre de whisky posé sur le bureau. Car Juliette savait que Joaquin Steele ne dormait jamais avant 6 heures du matin. Elle avait suffisamment nettoyé ce coin pour le savoir. Elle ne dit rien. Elle se contenta de s'approcher du bureau et de déposer les 3 photographies sur le plateau en acajou. Joaquin les contempla. Le premier. Le deuxième. Le 3e. Elle le vit serrer le verre de whisky d'un geste brusque. Ses jointures blanchirent. Puis il posa le verre très lentement. Elle comprit alors que s'il perdait le contrôle, l'objet se briserait entre ses mains. Il décrocha le téléphone et composa un numéro. Et il prononça 4 mots d'une voix que Juliette n'avait jamais entendue auparavant. Ni froide, ni en colère. Mais quelque chose de plus profond et de plus sombre que les 2 réunis. La voix d'un homme traçant une ligne que nul ne franchit d'où il ne revient. Il disait de protéger le garçon. Il raccrocha. Il regarda Juliette. Et dit d'une voix calme que ses yeux ne correspondaient pas. Parce qu'il brûlait. Qu'en l'espace d'1 heure, son frère bénéficierait d'une protection 24 heures sur 24 dont il ignorait l'existence. Que personne ne le toucherait. Personne. Juliette resta là, à le regarder. Et elle vit quelque chose que 6 années de nettoyage de cet immeuble ne lui avaient jamais révélé. La colère de Joaquin Steele. Pas la fureur froide qui éclatait lorsqu'un accord échouait. Pas la colère contenue lorsqu'un employé commettait une erreur. Mais une rage viscérale et brûlante s'embrasa dans ses yeux sombres, car quelqu'un avait osé menacer ce qu'il avait décidé de protéger, pour des raisons qu'aucun d'eux ne comprenait encore.
Il affirma que la famille Caruso, de Chicago, convoitait le contrat du casino d'Atlantic City. Qu'ils avaient infiltré l'équipe d'interprètes pour saboter le contrat Hayashi. Et lorsqu'elle a rompu leur plan cette nuit-là, elle est devenue une cible. Il s'est retourné vers elle. L'aube naissante derrière lui dessinait un contour lumineux autour de sa silhouette sombre. Il semblait se détacher sur la lumière ou l'ombre selon l'endroit où elle se trouvait. Il lui dit que ce n'était plus une affaire. Et c'était la première fois qu'il prononçait son nom. Pas Mademoiselle Ashford. Pas une formule de politesse. Mais Juliette, et la façon dont il le prononçait à voix basse, c'était incomparable. Il a dit que c'était la guerre. Une semaine passa. Et la tour Sterling se dressait toujours fièrement au milieu de Manhattan, comme si de rien n'était. Mais derrière ses murs de marbre et ses vitres par balles, tout avait changé. Juliette Ashford avait désormais son propre bureau au 45e étage. Une petite pièce au bout du couloir, qui avait autrefois servi d'entrepôt d'archives et que Diana Kessler avait vidé en un après-midi. Et lorsque Juliette entra pour la première fois, elle resta longtemps plantée là à contempler le bureau, la chaise pivotante et l'ordinateur à grand écran. Et la petite plaque à l'extérieur de la porte, gravée à son nom et en laiton. Puis elle baissa les yeux sur ses mains. Les callosités étaient toujours là. La peau était encore craquelée au niveau des articulations médianes. Elle trouvait étrange que ces mêmes mains puissent essorer un chiffon à 3 heures du matin et signer des courriels destinés au plus grand conglomérat d'investissement du Japon à 3 heures de l'après-midi. Le programme de détection des talents a débuté discrètement. Sans annonce ni fanfare. Exactement comme Juliette le souhaitait. Elle a rencontré chaque personne individuellement. Mabel d'abord. Puis Franklin. Puis Nina. Puis 8 autres personnes dont elle avait discrètement pris note pendant 6 ans de ménage, et chaque conversation se déroulait dans la salle de pause du personnel, au sous-sol. Autour d'un café de distributeur automatique, un endroit où aucun membre de la direction ne mettait jamais les pieds. Mabel pleura lorsque Juliette lui demanda si elle voulait cuisiner à nouveau. Franklin garda le silence un long moment, lorsqu'on lui demanda s'il pouvait jeter un coup d'œil au système logistique. Quant à Nina, la réceptionniste de nuit, elle ne prononça qu'une seule phrase. Elle pensait que personne ne savait qu'elle avait été architecte. Preston Hale ne fit aucune déclaration publique. Il continuait d'assister aux réunions. Il occupait toujours son ancien siège. Il portait toujours son costume 3 pièces gris. Mais Juliette percevait son malaise comme on perçoit l'odeur de vieilles cigarettes imprégnant les rideaux. Invisible, mais indéniablement présente. Il ne la regardait jamais directement en réunion. Il s'adressait toujours à Diana ou à Raymond lorsqu'il avait besoin de faire référence à son travail. Comme si, en refusant de reconnaître sa présence, il pouvait la rendre à nouveau invisible. Mais Juliette était habituée à être ignorée. 6 ans, c'était une longue formation, et elle savait que Preston n'était pas dangereux. Juste un homme approchant la soixantaine, qui voyait le monde, comprenait-il, disparaître lentement sous ses pieds, sans savoir comment s'adapter. Ce soir-là, vers 11 heures, Juliette était toujours assise dans son nouveau bureau, relisant l'annexe technique sur la conception des ports que Hayashi lui avait envoyé l'après-midi même. Ses yeux étaient fatigués, mais son esprit clair, car 6 années de travail de nuit avaient habitué son corps à fonctionner pendant que le reste du monde dormait. Elle n'entendit aucun pas. Joaquin, style se déplaçait plus silencieusement que quiconque de sa taille qu'elle ait jamais connu. Lorsqu'elle leva les yeux, il était déjà debout dans l'embrasure de la porte, tenant 2 gobelets de café provenant de la machine au bout du couloir, un café que Juliette savait qu'il n'avait jamais servi à personne d'autre dans cet immeuble. Il ne dit rien. Il posa une tasse devant elle, en garda une pour lui, puis s'assit sur la chaise en face de son bureau, ouvrit un dossier qu'il avait apporté et commença à lire. Juliette le regarda un instant, puis replongea dans ses propres documents. Ils restèrent ainsi assis face à face dans la petite pièce au bout du couloir du 45e étage, lisant, prenant des notes, buvant de temps à autre un café, sans un mot. Le silence n'était ni pesant ni tendu. C'était le genre de silence entre 2 personnes qui n'ont pas besoin de mots pour sentir la présence de l'autre, et Juliette réalisa que c'était la première fois en 6 ans qu'elle n'était pas seule à minuit dans cet immeuble. Vers 1 heure du matin, Joaquin referma son dossier, se leva et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta, dos à elle, une main appuyée sur le chambranle, et parla sans se retourner. Il dit qu'elle n'avait pas peur de lui. Ce n'était pas une question, mais ce n'était pas vraiment une affirmation non plus. C'était un entre-deux, à la croisée de la curiosité et de la confusion, car Joaquin Steele avait toujours vécu dans un monde où tout le monde le craignait, et il était complètement démuni face à quelqu'un qui ne le craignait pas. Juliette leva les yeux de ses papiers, observa le large dos moulé dans le costume noir, la légère cicatrice sur le côté gauche de son cou à peine visible au-dessus du col. Et elle répondit d'une voix si calme qu'elle en était presque indifférente, mais elle ne l'était pas. C'était la voix de quelqu'un que la vie avait vaincu,
jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien à craindre. Elle racontait avoir passé 3 ans au chevet de son frère, à l'hôpital, à le voir lutter contre la mort jour après jour. Elle rentrait chez elle à pied à 4 heures du matin, en traversant des rues où même les taxis refusaient de circuler. Pendant 6 mois, elle n'avait mangé qu'un seul repas par jour pour pouvoir payer les frais médicaux, et elle avait survécu à des choses bien plus effrayantes que lui, Monsieur Steele. Joaquin restait à la porte, le dos toujours tourné, mais Juliette vit ses épaules s'affaisser légèrement, à peine 1 millimètre, comme une minuscule fissure sur un mur de béton, une fissure qu'il fallait regarder de très près pour apercevoir. Mais elle la vit, car 6 années d'invisibilité avaient fait d'elle l'observatrice la plus perspicace de l'immeuble. Puis il tourna la tête, imperceptiblement, juste assez pour qu'elle aperçoive un côté de son visage dans la lumière du couloir, et sur ses lèvres habituellement droites comme un trait de crayon apparut quelque chose que Juliette n'avait jamais vu en 6 ans. Un sourire, si discret qu'il était presque imperceptible, si fugace qu'elle l'aurait manqué si elle avait cligné des yeux. Mais elle ne cligna pas des yeux, et elle le vit, la première fissure dans l'armure de Joaquin Steele. Et elle sut que cette fissure, si petite soit-elle, ne se refermerait jamais. 2 semaines après ce sourire, par un après-midi de pluie battante qui donnait à Manhattan l'apparence d'une ville submergée derrière une vitre embuée, Diana Kessler frappa à la porte du bureau de Juliette, entra, la referma derrière elle et s'assit sur la chaise en face du bureau sans dire un mot pendant près d'1 minute. Juliette savait attendre. 6 années de silence lui avaient appris que parfois, le meilleur cadeau qu'elle pouvait faire à quelqu'un était de lui laisser le temps de trouver ses premiers mots. « Ma mère s'est assise exactement à la même place que toi », finit par dire Diana d'une voix assurée, même si ses yeux étaient cernés de larmes, rouges comme si elle avait pleuré avant de venir et de les essuyer à la hâte dans l'ascenseur. Pas à cet endroit précis, pas dans ce bureau, mais sur une chaise comme celle-ci, dans un immeuble comme celui-ci, à minuit, à laver les sols, vider les poubelles, nettoyer les toilettes, pour que le lendemain matin j'aie de quoi aller à l'école. Juliette posa son stylo. Elle cumulait 3 emplois, poursuivit Diana, le regard perdu par la fenêtre où la pluie traçait des rayures verticales sur la vitre, femme de ménage de nuit dans un immeuble de bureau de la 56e rue, commis de cuisine le matin dans un petit restaurant près de Penn Station, et employée de blanchisserie l'après-midi dans une laverie automatique de LS Kitchen. Elle dormait 4 heures par jour, parfois 3, parfois 2, pendant 12 ans, pour que je puisse entrer à la fac de droit, pour que je puisse m'asseoir à ce bureau. Diana désigna son propre bureau au bout du couloir. Quand j'ai obtenu mon diplôme, quand j'ai reçu l'offre de Steele Holdings, elle n'est pas venue à la cérémonie parce qu'elle travaillait à la laverie et n'avait pas pu prendre de congé. Je sais qu'elle a pleuré seule chez elle ce soir-là, car une voisine me l'a dit plus tard, mais elle ne m'a jamais adressé la parole. « Est-elle encore en vie ?» demanda doucement Juliette. Diana secoua la tête. Il y a 5 ans. Un cancer du poumon. Elle n'avait jamais fumé, mais respirer des produits chimiques de nettoyage pendant 30 ans dans des pièces closes, ça finit par le même effet. Le silence entre les 2 femmes était plus lourd que la pluie dehors. Mais il ne faisait pas froid. C'était chaleureux, comme seuls ceux qui avaient emprunté le même chemin obscur pouvaient le ressentir en se reconnaissant. « Elle a vécu assez longtemps pour te voir réussir, » dit Juliette. « Et elle a réussi. » Diana acquiesça. Mais elle ne vécut pas assez longtemps pour avoir un petit enfant. « Je n'ai pas d'enfant, Juliette. J'ai essayé pendant des années. Mais elle s'est arrêtée. Elle a avalé. » Et Juliette vit le menton de Diana trembler légèrement. Un geste que le plus brillant conseiller juridique de Steele Holdings n'aurait jamais permis à personne d'être vu. Mais mon corps m'en empêchait. Diana, dit doucement Juliette. La semaine dernière, j'ai rencontré une assistante sociale, dit Diana, la voix tremblante, incapable de le cacher. Il y a une petite fille de 8 ans qui a perdu ses 2 parents dans un incendie d'appartement dans le Bronx le mois dernier. Elle est placée temporairement et a besoin d'une famille. Je n'arrête pas de penser à ce que dirait ma mère si elle était encore en vie. Et je sais exactement ce qu'elle dirait, Diana, je t'ai élevée seule avec 3 emplois. On peut élever un enfant avec amour. Juliette se leva, contourna le bureau et enlaça Diana Kessler, la femme la plus froide et la plus acérée du 45e étage. Diana la serra contre elle, agrippant son dos comme une noyée à une bouée de sauvetage. Elles restèrent ainsi dans la petite pièce au bout du couloir, tandis que la pluie s'abattait sur Manhattan. 2 femmes qui ont appris la même leçon de la vie, mais par des chemins différents. « Ta mère serait fière, » murmura Juliette. « Vas-y, Diana. L'enfant a besoin de toi. » Cet après-midi-là, vers 6 heures, alors que la plupart des employés étaient partis et que le 45e étage était presque désert, le téléphone de Juliette vibra. Elle regarda l'écran et sourit instantanément, un sourire que personne à la Sterling Tower ne lui avait jamais vu. Large, chaleureux, sans artifice. Le sourire d'une grande sœur.
Elle s'engagea dans le couloir pour répondre au téléphone, ignorant que le bureau de Joaquin n'était qu'à 3 portes et que sa porte était ouverte. « Hé, gamine !» dit-elle d'une voix si douce que si quelqu'un à la tour Sterling l'entendait sans la voir, il n'aurait pas cru que c'était la même femme qui avait affronté le regard d'acier de Joaquin et inspiré profondément sans ciller. « Je sais. Ne t'inquiète pas, je mange correctement. Oui, c'est un mensonge. Mais mentir par amour fait moins mal que la vérité. As-tu pensé à prendre tes compléments alimentaires ? Qu'a dit le médecin à propos des résultats de ce mois-ci ? Bien. C'est super. Je suis très fière de toi. Tu le sais. Je suis toujours fière de toi. Elle rit doucement à quelque chose que Théo avait dit à l'autre bout du fil. Oui, je te promets de passer ce week-end. Je te préparerai les pâtes que tu aimes. Oui, celle aux truffes que maman faisait. Je me souviens de la recette. Je me souviens de tout. Sa voix s'est éteinte sur la dernière phrase, et elle a tourné le visage vers le mur, une main pressée contre son œil, car parfois, se souvenir de tout n'était pas un don, mais un fardeau. Je t'aime, ma chérie. Travaille bien à l'école. Elle raccrocha, prit une grande inspiration, se frotta le visage, retrouva son sourire comme si elle remettait un masque, puis se retourna et se figea. Joaquin Steele se tenait sur le seuil de son bureau, à moins de 10 pas, un dossier à la main, se rendant à une réunion. À sa posture et à son regard, elle comprit aussitôt qu'il avait entendu. Pas tout, mais suffisamment. Il se faisait face dans le couloir désert, à 6 heures du soir. Les derniers rayons du soleil, filtrant par les fenêtres ouest, projetaient un long faisceau lumineux sur le sol de marbre. Joaquin parla d'une voix qu'elle reconnut immédiatement, la même voix qu'il avait utilisée ce soir-là, dans le bureau plongé dans l'obscurité, lorsqu'elle lui avait parlé de Théo. Pas froid, pas menaçant, juste plat et vide, comme une pièce vidée de ses meubles. Il n'y connaît rien, n'est-ce pas ? À rien du tout. Au travail de concierge. À propos de ce bâtiment. À propos de ce que vous avez fait. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, et elle était juste. C'est exact, dit Juliette, et tu garderas ce secret. Les mots lui échappèrent avant qu'elle n'ait pu réfléchir, et ils l'entendirent tous les deux. Ils l'avaient tous deux compris. Elle l'avait appelé « vous ». Pas Monsieur Steele, pas Monsieur, mais « vous ». Un petit mot qui avait réduit la distance entre eux bien plus que n'importe quel contrat de 200 millions de dollars. Joaquin ne la corrigea pas. Il ne lui rappela pas comment s'adresser aux autres. Il se contenta d'un hochement de tête lent, puis traversa la bande de soleil sur le sol, la dépassa et se dirigea vers la salle de conférence. Mais à son passage, Juliette perçut une odeur de café noir et de santal, mêlée à quelque chose d'indéfinissable, qui la suivit toute la nuit, et bien d'autres encore. Elle sut alors qu'un simple mot avait bouleversé quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. 3 mois passèrent plus vite que Juliette ne l'avait imaginé. Ou peut-être le temps s'écoulait-il toujours plus vite lorsqu'on était occupé à vivre plutôt qu'à simplement survivre. Et par un vendredi matin de début décembre, alors que Manhattan était enveloppé d'un fin voile de brume hivernale, la salle de réunion principale, au dernier étage de la Sterling Tower, offrait un tout autre visage que celui de cette nuit où 12 interprètes avaient échoué et où un agent d'entretien avait franchi les portes en chaîne. Aujourd'hui, les portes étaient grandes ouvertes, la table était nappée de blanc, des bouteilles de champagne étaient disposées sur des plateaux d'argent, et les personnes assises autour de la table n'affichaient plus ni sueur ni désespoir. Ils ont ri. Ils se sont serrés la main. Ils ont levé leurs verres. Car l'accord avec Hayashi était finalisé. 200 millions de dollars officiellement signés. Et Steele Holdings venait d'entamer la phase la plus importante de son histoire. Sur l'écran géant, Hayashi Kenji, vêtu d'un costume gris clair et entouré de ses 2 assistants, était assis à Tokyo. Mais aujourd'hui, il souriait du début à la fin. Et lorsqu'il prit la parole, le silence se fit dans la salle, non par crainte comme ce soir-là, mais par respect. Il a dit qu'il souhaitait faire une annonce. Le groupe Hayashi avait décidé d'étendre le projet non seulement à Atlantic City, mais à toute la côte des États-Unis, de Boston à Miami, et il souhaitait proposer à Mademoiselle Ashford le poste de directrice de la communication pour l'ensemble du programme de partenariat. Juliette se tenait dans un coin de la pièce, un verre de champagne à la main, qu'elle n'avait pas encore entamé. Elle sentait tous les regards se tourner vers elle, mais cette fois, c'était bien différent de ce soir-là. Il n'y avait aucun mépris, aucun doute, seulement de la reconnaissance, et elle dut refouler ses émotions pour garder son calme, car c'était la première fois en 6 ans qu'elle se tenait dans cette pièce sans balai à la main. Mais la cérémonie n'était pas seulement pour elle. Diana se leva et invita Mabel, Franklin, Nina et 8 autres participants du programme de talent à entrer dans la salle de réunion. Alors qu'ils franchissaient les portes en chaîne, Juliette vit les mains de Mabel trembler, Franklin se tenir plus droit qu'elle ne l'avait jamais vu à la logistique, et Nina, vêtue de son plus beau chemisier, lissait sans cesse ses cheveux, ne sachant où poser ses mains.
Franklin s'approcha de Juliette, tenant une petite plaque de bois qu'elle reconnut aussitôt comme artisanale. Franklin était de ceux qui faisaient tout de leurs mains et croyait que ce qui était fait de son propre chef avait plus de valeur que tout ce qui s'achetait. Des mots y étaient gravés, pour Juliette Ashford, celle qui leur avait appris que la valeur d'une personne ne résidait pas dans son uniforme, mais dans son cœur. Juliette prit la plaque à 2 mains, ses doigts calleux caressant chaque lettre gravée. Elle ne pleura pas, mais Diana vit son menton trembler et comprit. Joaquin se tenait en bout de table, observant en silence. Lorsque le calme fut revenu, il prit la parole. Il annonça que Steele Holdings allait créer une fondation caritative pour soutenir les familles confrontées à des difficultés médicales, financée par les bénéfices du projet Hayashi, et que Juliette Ashford en serait la présidente. Juliette le regarda, et il lui rendit son regard. Dans cette salle comble, leurs regards s'attardèrent plus longtemps que nécessaire pour une annonce professionnelle, sans que personne ne s'en aperçoive, sauf Diana, qui voyait toujours ce que les autres ne voyaient pas. Juliette accepta, mais à une condition. Preston Hale, qui avait appris en 3 mois que chaque fois que Juliette Ashford prononçait le mot « condition », il valait mieux se taire et écouter, resta immobile sur sa chaise. Elle déclara que la première famille que la fondation soutiendrait devait être la famille Benson. Raymond Cross demanda qui était Benson. Juliette répondit qu'il était agent de sécurité de nuit, âgé de 60 ans, qu'il travaillait là depuis 7 ans sans avoir pris un seul jour de congé, et qu'il était en train de vendre sa seule voiture, l'alliance de sa défunte épouse, et d'emprunter à des usuriers pour payer l'opération de sa petite-fille. Une fillette de 5 ans atteinte d'une malformation cardiaque congénitale, et personne dans l'immeuble n'était au courant, car personne ne lui avait posé la question. Un silence s'ensuivit. Ce genre de silence que Juliette connaissait bien. Le silence des gens ne faisait que leur rappeler qu'ils n'avaient pas su voir la souffrance d'autrui, acquiesça Joaquin, sans réunion, sans vote, sans avoir besoin du consentement de quiconque. À l'écran, Hayashi Kenji retira ses lunettes et lorsqu'il parla, sa voix prit une autre dimension. Ce n'était plus celle d'un investisseur, mais celle d'un homme qui avait vécu plus de 60 ans et n'avait pas oublié ses origines. Il confia à mademoiselle Ashford qu'il souhaitait partager quelque chose. Lorsqu'il avait vu pour la première fois ce soir-là, vêtue d'un uniforme de concierge et parlant un japonais impeccable, elle lui avait rappelé sa mère, une mathématicienne d'une intelligence hors du commun, capable de résoudre mentalement des équations différentielles plus vite que d'autres ne pouvaient effectuer des additions et des soustractions. Mais après la guerre, lorsque sa famille perdit tout, elle devint couturière pour élever 4 enfants, passant ses journées à sa machine à coudre pendant 20 ans sans jamais se plaindre. Elle lui avait appris que l'intelligence et la dignité pouvaient se cacher là où on les attendait le moins. En voyant Juliette ce soir, il sut qu'elle avait eu raison. Juliette sourit à l'écran et le remercia, lui disant que cela comptait plus pour elle qu'il ne l'imaginait. Après que chacun fut parti peu à peu, après que Mabel eut emporté la dernière part de gâteau pour son petit-fils, après que Franklin eut serré la main de Juliette si longtemps qu'elle dut lui tapoter le dos pour qu'il la lâche, après que Diana lui eut fait un clin d'œil du bout du couloir avant de disparaître dans l'ascenseur, Joaquin s'approcha de Juliette, plus près que d'habitude, assez près pour qu'elle perçoive le parfum familier de café noir et de santal. Et il parla très doucement, à voix basse, pour qu'ils l'entendent tous les deux, disant que la famille Caruso avait été neutralisée. 4 mots, aucune explication, aucun détail. Et Juliette ne posa pas de questions, car elle connaissait assez bien son monde pour savoir que, dans le vocabulaire de Joaquin Steele, manipuler n'avait pas la même signification que pour tout le monde. Et elle comprit que cela ne lui faisait pas peur. Elle n'éprouvait aucune répulsion. Elle ne jugeait pas. Et c'était précisément cette absence de jugement qui la tenait éveillée à 3 heures du matin dans l'atelier de sa reine, se demandant à quel point 6 années passées dans l'ombre du syndicat Steele l'avaient changée, et si la part d'elle-même qu'elle avait perdue était celle qu'elle devait perdre pour survivre. 2 semaines après la signature, un mardi après-midi comme les autres, le téléphone de Juliette vibra alors qu'elle était à son bureau, en train d'examiner les plans du port que Hayashi lui avait envoyés. Le nom de Théo s'afficha sur l'écran. Mais cette fois, ce n'était pas la voix d'un enfant demandant à sa sœur si elle viendrait cuisiner des pâtes le week-end. C'était la voix d'un étudiant en médecine, brillant, dans le service de pédiatrie de l'hôpital NYQ, confronté à un cas qu'il ne pouvait gérer seul. Il lui dit qu'il avait besoin d'elle immédiatement à l'hôpital, d'un ton rapide et sec. Sa voix était étouffée, comme on le fait face à un enfant effrayé, pour ne pas l'inquiéter davantage. Il mentionna une petite patiente, une fillette de 6 ans, japonaise, dont la famille était arrivée aux États-Unis 2 semaines auparavant. Les parents ne parlaient pas anglais, l'enfant avait une forte fièvre et présentait des symptômes qu'il soupçonnait être une grave réaction allergique, mais il ne pouvait en être certain car il ne comprenait pas ce qu'il disait. L'équipe d'interprètes de l'hôpital ne comptait personne parlant japonais ce jour-là. Il marqua alors une pause, puis dit se souvenir que quelqu'un lui avait dit que sa sœur parlait japonais. Juliette serra le téléphone plus fort et demanda qui le lui avait dit. Il répondit que c'était Diana Kessler,
qui avait appelé l'hôpital la semaine précédente pour avoir des nouvelles de Juliette et avait parlé au service de pédiatrie. Quand elle avait appris qu'il était le frère de Juliette, elle lui avait parlé de son nouveau travail, et il avait dit qu'il avait beaucoup de questions. Mais ce n'était pas le moment. Il avait besoin d'elle à ses côtés, car la petite fille était terrifiée, et il ne pouvait pas la rassurer. Juliette lui demanda où il était, et il répondit, au service de pédiatrie, au 7e étage. Elle avait dit 20 minutes. Juliette est arrivée à l'hôpital NYU en 18 minutes, courant du métro jusqu'à 4 pâtés de maison. Lorsqu'elle a franchi le seuil du service de pédiatrie, au 7e étage, ses cheveux s'étaient détachés, son manteau pendait sur une épaule, et elle a aperçu Théo devant la chambre 12, plus grand qu'elle ne s'en souvenait. Plus mince qu'elle ne s'en souvenait. Sa blouse blanche était un peu large aux épaules. Et les yeux avec lesquels il la regardait alors qu'elle descendait le couloir étaient ceux du garçon de 15 ans, allongé sur un lit d'hôpital des années auparavant, désormais fixé sur le visage d'un homme de 21 ans, qui tentait de sauver quelqu'un d'autre. Elle entra dans la chambre et vit la petite fille allongée sur le lit, le visage rouge de fièvre. Les yeux grands ouverts, elle fixait le plafond comme si c'était un monde totalement étranger. Ses parents étaient assis de part et d'autre. La mère tenait la main de sa fille, tandis que le père, impuissant, parlait un japonais que personne dans la pièce ne comprenait. Juliette reconnut immédiatement l'expression sur leur visage. Elle-même avait arboré cette expression pendant 3 ans, celle des parents impuissants face à la souffrance de leur enfant. Elle salua doucement la petite fille en japonais, s'agenouillant près de son lit. Elle se présenta et lui expliqua qu'elle était venue l'aider. Le soulagement sur le visage de la mère resterait gravé dans la mémoire de Juliette toute sa vie, comme celui de voir quelqu'un respirer à nouveau après avoir été sous l'eau. Pendant les 40 minutes qui suivirent, elle servit d'interprète entre la famille et l'équipe médicale, s'enquérant des antécédents d'allergie, de l'alimentation de l'enfant et des médicaments qu'elle prenait. Grâce aux informations fournies par Juliette, Théo confirma que la petite fille faisait une réaction allergique à un antibiotique prescrit précédemment, sans que l'on connaisse ses antécédents médicaux. Il alerta immédiatement le médecin traitant, afin que le protocole de traitement soit modifié. Quand la fièvre de l'enfant commença à baisser et qu'elle s'endormit dans les bras de sa mère, quand le père s'inclina et remercia Juliette en japonais d'une voix étranglée, Juliette sortit dans le couloir et vit Théo qui l'attendait, le dos contre le mur, les mains dans les poches de son manteau. Son regard n'était pas celui d'un résident reconnaissant qui vient de recevoir de l'aide, mais celui d'un petit frère réalisant qu'il ne connaissait pas sa sœur. Il prononça 8 langues, non pas comme une question, d'une voix basse, et dit que Diana le lui avait dit. Juliette s'appuya contre le mur d'en face, tous deux face à face de part et d'autre du couloir de pédiatrie qui se vidait lentement sous les néons de fin d'après-midi. Il dit qu'il voulait savoir, la voix tremblante pour la première fois depuis l'âge de 15 ans où il attendait son opération, qu'il voulait tout savoir. Columbia, les 8 langues parlées, pourquoi elle ne lui avait jamais rien dit. Juliette ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, et alors elle lui raconta. Elle lui raconta son expérience à Columbia, les amphithéâtres bondés de 300 étudiants, les professeurs qui la qualifiaient de meilleure étudiante de sa promotion, la nuit où elle avait reçu sa lettre d'admission au programme de recherche doctorale et où elle avait dansé dans son petit appartement de Morningside Heights, jusqu'à ce que les voisins tapent contre le mur. Elle lui parla de l'appel de l'hôpital, du médecin qui avait prononcé les mots « tumeur » et « malin » dans la même phrase, de ces 3 heures passées assise par terre dans la salle de bain de la résidence universitaire à pleurer avant de se relever, de se laver le visage et de commencer à vendre tout ce qu'elle possédait. Elle lui parla de sa demande de congé sabbatique déposée le lendemain matin, du regard que lui avait lancé son directeur de thèse, comme si elle jetait un diamant par les fenêtres, des 3 années passées à son chevet pendant que la chimiothérapie le frappait et que son compte en banque se vidait à une vitesse folle, et de cette première nuit où elle avait poussé un chariot de nettoyage dans les couloirs de la tour Sterling à 11 heures du soir, vêtue d'un uniforme gris et de chaussures en caoutchouc, se répétant que ce n'était que temporaire, jusqu'à ce que ce temporaire devienne 6 ans, et que ces 6 ans deviennent une vie. Il affirma qu'elle avait tout fait pour lui, non pas comme une question, mais comme une vérité. Il venait d'avaler la pilule la plus amère de sa vie, et des larmes coulèrent de ses yeux, non pas des sanglots, mais de celles qui jaillissent quand le corps ne peut plus les retenir, ruisselant sur les joues creuses de cet étudiant en médecine de 21 ans, debout dans le couloir de l'hôpital où il avait juré de consacrer sa vie à sauver les autres, réalisant à présent que celle qu'il avait sauvée la première, celle qu'il avait le plus sauvée, celle qu'il avait sauvée à un prix inimaginable, était cette femme qui se tenait devant lui, les mains calleuses et les yeux gris vert secs, car elle avait versé toutes ses larmes depuis longtemps. Il l'appela sa sœur et déclara qu'il passerait sa vie entière à être digne de son sacrifice. Juliette s'avança, posa ses 2 mains sur les épaules de son frère, plongea son regard dans ses yeux, identiques à ceux de leur mère, et, d'une voix aussi posée que possible, lui dit qu'il était déjà digne, qu'il avait toujours été, depuis le jour où, allongé sur ce lit d'hôpital, il avait regardé avec ses yeux et s'était excusé de la faire souffrir. Il avait mérité bien plus que tout ce qu'elle avait jamais fait. Théo la serra dans ses bras, et Juliette le retint.
Ils restèrent ainsi, dans le couloir de pédiatrie de l'hôpital NYU, tandis que les infirmières passaient en détournant le regard. Car chacun savait qu'il existait, à l'hôpital, des moments plus sacrés qu'une opération, et celui-ci en était un. Ce soir-là, Juliette retourna à la tour Sterling, non pas pour le travail, mais parce qu'elle avait besoin de se poser, après avoir serré Théo dans ses bras dans le couloir et senti tous les murs qu'elle avait érigés pendant 6 ans s'effondrer en un seul après-midi. Le seul endroit auquel elle put penser était la salle de conférence principale, au dernier étage, la pièce où tout avait commencé. Elle n'alluma pas la lumière. Elle franchit la porte en chaîne encore ouverte, pénétra dans l'obscurité et se tint exactement à l'endroit où, 3 mois plus tôt, elle se tenait avec un chariot de ménage, une serpillière, un vaporisateur, un uniforme gris délavé, des semelles de caoutchouc usées et un secret vieux de 6 ans sur les lèvres. Elle se tenait toujours au même endroit, vêtue d'un manteau de laine noire, les cheveux défaits, les yeux gris-vert rivés sur Manhattan à travers la baie vitrée. La ville, illuminée en contrebas, ressemblait à un univers miniature. Des millions de fenêtres, des millions d'histoires, des millions de personnes menant des vies invisibles aux yeux des autres. Elle entendit des pas avant de se retourner, mais elle ne le fit pas, car elle les reconnut. Légers, réguliers, les pas du seul homme qu'elle connaissait capable de se déplacer presque silencieusement malgré sa grande taille. Joaquin se tenait à ses côtés, près de la baie vitrée, ni trop près, ni trop loin, à la distance exacte qu'ils avaient inconsciemment instaurée ces 3 derniers mois. Assez près pour sentir sa présence, assez loin pour qu'aucun des deux n'ait à se manifester. Un long silence s'installa. Manhattan scintillait en contrebas. Puis Joaquin prit la parole, d'une voix plus basse que d'habitude, si basse qu'elle semblait se perdre dans l'obscurité environnante. Il dit que sa mère s'appelait Margaret. Juliette ne se retourna pas. Elle resta immobile, le regard droit devant elle, à l'écoute, car 6 années d'invisibilité lui avaient appris que lorsqu'une personne commence à raconter ce qu'elle n'a jamais confié à personne, le mieux à faire est de rester immobile et de laisser les mots venir. Joaquin raconta qu'elle enseignait le piano, et Juliette entendit sa voix changer. Non pas la voix d'un PDG, ni celle d'un chef, mais celle d'un enfant se souvenant d'un morceau de musique oublié depuis longtemps. Il ajouta qu'avant de rencontrer son père, elle donnait des cours de piano dans un petit studio de Brooklyn Heights. Elle jouait du Chopin, comme si le compositeur avait écrit pour elle seule. Les étudiants faisaient la queue pour apprendre d'elle. Puis elle rencontra son père lors d'un concert de charité. Et son père était doué, très doué pour faire croire aux gens que l'obscurité pouvait aussi être une forme de lumière, si on la regardait sous un certain angle. Joaquin marqua une pause, ses doigts glissant de nouveau vers la poche du gilet, vers la montre de poche en argent que Juliette l'avait vue toucher dans le bureau plongé dans l'obscurité, ce soir-là. Il dit que lorsqu'elle avait compris dans quel monde elle était entrée, il était déjà trop tard. Elle ne joua plus jamais du piano. Son père ne l'a jamais interdit. Il n'en avait pas besoin. Il a simplement transformé peu à peu sa vie en une cage sans barreaux. Le genre de cage où la victime ignore jusqu'à ce qu'elle tente de s'envoler et réalise que ses ailes ont oublié comment faire. Juliette ferma les yeux. Marguerite, dans l'histoire de Joaquin, n'était pas une étrangère. Juliette l'a reconnue. En Mabel fuyant un mari violent. En Nina abandonnant sa carrière pour sa famille. Elle-même, une femme qui parlait 8 langues et qui est restée muette pendant 6 ans. Joaquin a dit qu'elle est décédée quand il avait 19 ans. Maladie. Mais il avait toujours cru qu'elle n'était pas morte de maladie. Elle était morte parce qu'elle avait cessé de jouer de la musique. Silence. Manhattan brillait encore. L'obscurité était épaisse dans la salle de conférence. Joaquin se tourna alors vers elle pour la première fois depuis son entrée. Et dans la lumière de la ville se reflétait à travers la vitre. Ses yeux n'étaient pas d'un noir abyssal comme d'habitude. Il y avait quelque chose de profond en eux, comme une bougie au bout d'un tunnel, si faible qu'elle pouvait s'éteindre à tout instant. Il dit qu'elle lui rappelait sa mère. Lentement. Chaque mot portait le poids d'une confession. Et cela l'effrayait plus que n'importe quel ennemi qu'il ait jamais affronté. Juliette se tourna vers lui. Dans l'obscurité. Le visage de Joaquin Steele n'était pas celui d'un patron. Ni celui d'un PDG. Ni celui d'un homme capable de faire trembler toute la côte et d'un simple coup de fil. C'était le visage d'un fils de 19 ans, toujours debout près du lit de sa mère. Entendant encore le piano s'éteindre. Tenant toujours la montre de poche en argent qu'elle avait laissée et se demandant qui il était devenu depuis ce jour. Juliette ne dit rien. Elle tendit simplement la main. Lentement. Doucement. Et elle posa sa main sur la sienne, appuyée contre la vitre. Sa main était petite dans la sienne. Ses doigts calleux effleurèrent les jointures de ceux qui avaient signé des ordres dont elle ignorait les détails. Et il ne se dégagea pas. Pas de baiser. Aucune déclaration. Aucune promesse. Juste 2 mains qui se touchent dans l'obscurité de la salle de conférence du dernier étage de la Sterling Tower, Manhattan scintillant en contrebas comme un million de bougies.
Ils restèrent là assez longtemps pour que les lumières de la ville se déplacent sur le sol, et tous deux surent que tout venait de changer. Silencieusement. Sans drame. Silencieuse et certaine, l'aube arrive. Inattendue et pourtant inévitable. Et une fois qu'elle est là, les ténèbres n'ont plus d'endroit où s'attarder. 2 ans après cette nuit où leurs mains s'étaient effleurées dans l'obscurité de la salle de conférence de la Sterling Tower, Juliette Ashford se tenait sur la scène d'un auditorium à Philadelphie devant 300 personnes. Non pas vêtue d'un uniforme gris délavé. Non pas tenant une serpillière et un produit nettoyant pour vitres. Mais Diana l'avait aidée à choisir ce blazer bleu foncé. Et ses chaussures en cuir auxquelles elle n'était toujours pas habituée, car ses pieds se souvenaient plus nettement des semelles en caoutchouc usé. Et lorsque les projecteurs de la scène l'aveuglèrent, elle se souvint des néons qui brillaient dans les couloirs de la Sterling Tower à 3 heures du matin. Les lumières sous lesquelles, 6 ans plus tôt, elle seule était passée avec son chariot de nettoyage. La fondation caritative qu'elle présidait avait aidé plus de 200 familles en 2 ans, monsieur. La petite fille de Benson avait subi une opération réussie et était maintenant en CP. Le programme de détection des talents s'était étendu à 17 autres entreprises de la côte est. Mabel dirigeait désormais les opérations culinaires de l'ensemble du réseau Steele Holdings, et ses menus étaient salués par la presse gastronomique new-yorkaise. Franklin avait restructuré la logistique, permettant à l'entreprise d'économiser plus de 2 millions de dollars par an. Nina dirigeait l'équipe de conception architecturale intérieure du projet Hayashi à Atlantic City. Mais Juliette n'a pas cité ces chiffres sur scène. Elle a raconté une histoire. L'histoire d'une femme de ménage poussant son chariot de nettoyage à minuit et murmurant par inadvertance quelques mots de japonais à travers une porte entr'ouverte. Quand elle eut fini, une femme au 5e rang leva la main, les cheveux argentés, environ 55 ans, la voix légèrement tremblante, et demanda directement à Juliette si elle n'était pas en colère. Si ces 6 années passées à nettoyer des bureaux, invisible malgré sa maîtrise de 8 langues et son diplôme de Columbia, ne lui semblaient pas avoir été vaines. Juliette regarda la femme et lut la véritable interrogation dans ses yeux. Non pas à propos de Juliette, mais à propos d'elle-même. À propos des années où elle s'était sentie ignorée. Et Juliette disait n'avoir rien perdu, avoir passé 6 ans à apprendre l'humilité, la persévérance et ce qui comptait vraiment dans la vie. Chaque soir, à pousser un chariot de ménage dans les couloirs de marbre, elle avait compris sa valeur, qui ne résidait ni dans ses vêtements ni dans le titre gravé sur une plaque, mais dans la façon dont elle traitait les autres et dans les choix pour lesquels elle était prête à tout sacrifier. Et si elle regrettait quelque chose, c'était seulement d'avoir mis autant de temps à retrouver sa voix, même si peut-être avait-elle besoin de toutes ces années de silence pour que, lorsqu'elle prendrait enfin la parole, elle ait quelque chose d'important à dire. Après la discussion, une jeune femme d'une 20aine d'années, les cheveux attachés en queue de cheval, vêtue d'un t-shirt froissé et portant un sac à dos en toile, s'approcha timidement et se présenta comme Phoebe. Elle expliqua qu'elle étudiait les sciences de l'éducation, mais qu'elle travaillait dans une laverie automatique le jour pour financer ses études. Elle se sentait souvent invisible, comme si son travail la dévalorisait. Juliette prit la main de Phoebe, la serra fermement, la regarda dans les yeux et se revit 7 ans plus tôt. Épuisée, seule, les mains gercées par les produits chimiques, les yeux rouges de fatigue, mais refusant d'abandonner. Elle dit à Phoebe qu'aucun travail n'était dénué de valeur, seulement que la société ne reconnaissait pas la valeur de chaque emploi. Repasser le linge le jour et étudier le soir ne diminuait en rien sa valeur, mais prouvait au contraire qu'elle en valait plus que quiconque n'avait jamais eu à se battre pour faire des études. Elle lui conseilla de ne jamais l'oublier. Phoebe pleura, la remercia et s'éloigna. Juliette la regarda disparaître derrière les portes de l'auditorium, se disant que c'était la véritable raison pour laquelle elle avait pris la parole ce soir-là. Non pas pour sauver un contrat de 200 millions de dollars, mais pour qu'un jour une fille nommée Phoebe sache qu'elle n'était pas invisible. Ce soir-là, dans l'avion du retour pour New York, Juliette était assise près du hublot, observant les nuages blancs en contrebas, lorsque son téléphone vibra. Joaquin lui demandait si elle souhaitait coordonner l'expansion de Hayashi en Europe, Londres, Paris, Berlin. Elle sourit et répondit par l'affirmative, précisant qu'elle devait constituer une équipe car elle connaissait des personnes très compétentes qui attendaient encore une opportunité. Sa réponse ne tarda pas, « Engagez qui vous voulez ». Une seconde plus tard, un autre message arriva, sans rapport avec le travail, Hayashi, l'Europe ou l'argent. 4 mots que Joaquin Steele, 2 ans plus tôt, se serait mordu la langue plutôt que d'écrire, lui disant de le recontacter une fois rentré. Juliette regarda ces 4 mots et sourit, non pas le sourire d'une directrice de la communication, ni celui d'une présidente de fondation, ni celui d'une diplômée de Columbia maîtrisant 8 langues, mais le sourire de quelqu'un qui avait traversé 6 années d'obscurité et qui avait enfin trouvé quelqu'un qui la voyait vraiment, non pas parce qu'elle traduisait des contrats ou sauvait des affaires, mais parce qu'il avait plongé son regard dans des yeux gris-verts que personne n'avait pris là. Peine de regarder pendant 6 ans, et y avait vu quelque chose qui l'effrayait plus que n'importe quel ennemi, quelque chose qu'on appelait l'espoir. Le lendemain matin,
Alors que Juliette traversait le couloir du 45e étage de la tour Sterling, elle aperçut un jeune homme poussant un chariot de nettoyage. Uniforme gris, semelle de caoutchouc neuve, le dos légèrement voûté par ses nuits de travail inhabituelles, elle s'arrêta, le salua par son nom, lui demanda comment se passait son travail, lui dit de venir la voir s'il avait besoin de quoi que ce soit, et sourit en reprenant son chemin. Elle savait que dans quelques mois, elle l'interrogerait sur son passé, ses rêves, les talents qu'il dissimulait sous son uniforme gris. Car la leçon la plus importante de sa vie lui avait été apprise pendant ces 6 années passées à pousser un chariot dans des couloirs invisibles. Derrière chaque personne, en apparence insignifiante, se cache une histoire qui ne demande qu'à être découverte. La valeur d'une personne ne réside jamais dans l'uniforme qu'elle porte ni dans la chaise sur laquelle elle est assise, mais dans le cœur qu'elle porte et dans la façon dont elle choisit de traiter le monde. Parfois, le plus courageux n'est pas de crier dans la foule, mais de murmurer au bon moment, quand personne ne s'attend à ce que vous preniez la parole. Et parfois, juste parfois, une phrase murmurée en japonais par un agent d'entretien à travers un couloir. Une porte entr'ouverte peut tout changer, absolument tout. C'est l'histoire de Juliette Ashford, la concierge de Sterling Tower qui parle 8 langues, et maintenant, j'aimerais entendre la vôtre. Qu'avez-vous ressenti en lisant cette histoire? Vous êtes-vous déjà senti invisible? Connaissez-vous quelqu'un qui vit une vie qui ne reflète pas sa véritable nature? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je lis chacun de vos témoignages et je souhaite sincèrement connaître vos sentiments, car chaque histoire mérite d'être racontée et chaque personne mérite d'être vue. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le liker, à le partager avec quelqu'un qui en a besoin et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir chaque jour de nouvelles histoires comme celle-ci. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, une bonne santé, une vie joyeuse et la paix pour les jours à venir. Au revoir, et on se retrouve dans la prochaine